sur une enquête, est-ce que, par exemple, est-ce que vous prenez des notes, vous dites tiens, ça me ferait un bon sujet d'enquête pour un prochain polar, ou est-ce que vous restez à votre place de policier, ou vous ne pensez même pas à l'écriture? Non, c'est intimement mélangé en fait. Hein. Je fais mon job, bien entendu, et j'essaye de le faire correctement. Après, effectivement, dès qu'il y a quelque chose qui me flash, je vais le ramasser, bien sûr. Mais moi, je suis plus dans le petit détail, voilà, et pas dans l'affaire judiciaire. Je ne parle pas des affaires que je traite, voilà. Après, il y a des choses que je vais relever qui vont me faire soit rire, soit qui vont être difficiles et que je vais prendre et puis je vais placer. Par exemple, il y a 2 jours, j'ai piqué un truc au travail. J'en avais marre de ma photocopieuse parce qu'on a plein de codes dans la police. Et en fait, je me suis posé la question, je me suis dit, mais il faut que j'appuie combien de fois sur la photocopieuse avant qu'elle me fasse une photocopie? Et donc j'ai compté le nombre de fois où je tapais sur l'écran. En fait, j'ai compté 12 fois. Donc il faut que je tape 12 fois sur la photocopieuse pour avoir une photocopie. Et donc ça, c'est des petits trucs que je prends parce que j'aime bien montrer aussi à ceux qui ne sont pas de la police. Il n'y a pas que la difficulté d'enquête, il y a aussi la difficulté matérielle, la difficulté de la hiérarchie, la difficulté... Donc il y a plein d'embûches à passer pour résoudre une enquête. Et pas seulement chercher qui est l'auteur d'un meurtre. Voilà. Plein de petits sujets qui font des sources de... Oui. Voilà. Par exemple, dans La chance du perdant, je parle, je m'occupe des jeux, et je parle du l'autobus. Alors, pareil, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'autobus, mais... Il n'est pas joueur. Donc, moi, je ne connaissais pas non plus avant. Et en fait, ce sont les agriculteurs qui, lors de fêtes, quadrillent un champ avec de la craie de terrain de football. Ils numérotent les cases. Ils font des paris sur le bon numéro. Et ensuite, ils font rentrer une vache. Et là où elle dépose sa première bouse, c'est le numéro gagnant. C'est l'autobus. Et donc, voilà. Ça, quand j'apprends un truc pareil, je prends. Voilà. Et je prends et je retraite et je mets dans mes romans. Pareil pour les personnages. Vous vous inspirez de personnes existantes et ayant existé, tout à fait. Notamment pour le personnage. Votre canal. Oui. Ou bien mort. C'est pas lui, canal. Ou mort. Qui ressuscite aujourd'hui. Non, C'est quelqu'un que vous avez rencontré. C'est quelqu'un que j'ai rencontré. Le Canac, c'est en fait, je me suis inspiré d'un ami. Je voulais écrire une série, mais sortir des clichés du flic héros, 40 ans divorcé, alcoolique, dépressif. Et en fait, tout de suite, ce qui m'est venu à l'idée, c'est de parler d'un pote à moi avec qui j'ai débuté il y a 27 ans dans la police, qui venait de Nouvelle-Calédonie, qui mesurait 2,03 m, que du muscle, la main sur le cœur, mais qui était capable aussi de mettre des gifles amicales, comme il disait, aux gens qui se comportaient mal. Et donc, tout de suite, je me suis dit, ça c'est bien, parce que en plus, c'était quelqu'un tout le monde avait une vraie sympathie pour lui. Et en même temps, il venait faire de la police, mais avec ses propres coutumes. Il se foutait un peu de la loi et des règlements, il faisait comme il l'entendait. Et donc moi, ça m'intéressait d'avoir un personnage qui venait d'ailleurs. C'est un personnage atypique. Voilà, un personnage atypique et qui en même temps allait regarder notre société et allait remettre de l'ordre chez nous. Voilà. Et alors, pour le coup, est-ce qu'il y a un personnage qui vous ressemble dans vos romans? Non, je crois pas. Je pense que je mets beaucoup de moi, c'est sûr, hein, mais c'est noyé dans la masse. Après, tous les personnages que je prends, c'est souvent des mix de personnes que j'ai rencontrées. Voilà. Par exemple, il y a une jeune femme qui s'appelle May qui travaille dans un centre de tri. C'est un mélange entre ma grande fille qui a fait un job d'été dans un centre de tri et puis une graffeuse que j'ai rencontrée sur Toulouse et qui m'a raconté ces histoires. Et moi, je suis très friand des petites histoires. Voilà. Par exemple, cette graffeuse, elle m'avait raconté, elle m'avait dit que quand elle était jeune et qu'elle commençait le graphe,
Elle s'était fait faire une fausse attestation de la mairie de Toulouse. Et quand les flics débarquaient alors qu'elle était en train de peindre un mur, elle disait bah, écoutez, je comprends pas, moi la mairie de Toulouse m'a autorisé à peindre. Et donc les flics disaient ah ben excusez-nous madame, c'est très joli ce que vous faites. Bon ben voilà, ça m'intéresse plus quand j'entends des gens pour construire des personnages. Ces petites histoires m'intéressent beaucoup plus que la technique pour peindre ou quelle peinture j'utilise et tout ça. La touche sympathique du Canaque apporte un intérêt à l'histoire, parce que en fait, c'est un flic différent des autres, quoi. Oui, tout à fait. Et lui, il n'a pas renié ses origines, d'autant plus quand il s'occupe de sa vieille amie, là, Diamant Noir, Le Diamant qui Noir, est un personnage aussi. Je ne sais pas si vous avez rencontré une personne comme ça. Non, j'ai pas rencontré une personne comme ça, mais le Diamant Noir, c'est en fait c'est ce qui représente la Nouvelle-Calédonie. Oui, c'est ça. En fait, c'est une personne âgée qui a été à l'époque danseuse au Moulin Rouge et qui, au moment de la libération, en participant à la libération de Paris, a été blessée et aveugle. Et en fait, le Canaque s'en occupe. Voilà. Il est hébergé par elle et en même temps, lui s'en occupe comme... Cette dame, vous avez... Non, elle n'a non. pas existé, là. Non, elle n'a pas Vous l'avez existé. inventée, Je l'ai inventée, mais elle me permet de faire des retours et des souvenirs voilà. sur la Nouvelle-Calédonie. Voilà. Voilà. Et vous êtes allé en Nouvelle-Calédonie ? J'y suis allé au mois de janvier dernier. Et alors, la petite histoire qui me touche beaucoup, bien sûr, et ces livres ont une vraie importance pour moi, parce qu'en fait, mon collègue, le Canaque, donc, est décédé en 2009. Et donc je suis parti sur ses traces en janvier et j'ai rencontré sa famille, j'ai rencontré sa mère, ses frères, ses sœurs, ses enfants. Et donc voilà, et j'ai pu encore prendre beaucoup pour continuer et faire des suites à mes romans. Quelque part, c'est sa mémoire que vous transmettez, que vous perpétuez. Enfin, désolé pour vous. Votre mémoire. Pour ceux qui n'ont pas suivi, mon ami Marc, qui est là, quand j'écris des personnages, souvent je ne sais pas, je cherche des noms et puis je me dis mais pourquoi je prendrais des noms, je vais prendre des noms d'amis. Voilà. Et donc Marc Trichet est un personnage, est un enquêteur, est un enquêteur qui est dans les 2 premiers livres mais qui n'a pas terminé le dernier livre. Et est-ce que vous allez faire subir le même sort au Canaque ? Non, parce que là on ne joue pas avec ça. Non, je ne joue pas avec ça, ma maison d'édition n'est pas d'accord. Enfin, ça apporte une touche sympathique dans le livre, cet homme qui a en fait un grand cœur dans une grande carcasse, quoi. Oui, c'est ça. Et puis surtout, là où vraiment je suis très content, c'est que toute la sympathie qu'on avait pour lui, les lectrices et les lecteurs l'ont pour mon personnage. Oui. Et donc ça veut dire que j'ai réussi mon pari de retranscrire son image. Oui. Et dans quel livre il apparaît, votre premier ? Le premier, c'est Abattez les grands arbres. Ah oui, c'est dans celui-là que vous avez... Qui est en poche à l'heure actuelle chez Point. Et puis la suite, donc, c'est La chance du perdant. Voilà. Donc ça, on n'en parle plus après. Du Canaque. Ah bah si, je travaille à la suite. Encore. D'accord. Dans ce roman-là, 6 a perdu son arme de service, donc il va peut-être bien falloir qu'il la retrouve. Peut-être. Voilà, c'est ça. Ah oui, d'accord, oui, c'est vrai. Je me souvenais plus de la fin. Quand on en a lu 19. Est-ce que vous avez des collègues qui vous insidieusement vous sollicitent ? T'as vu, moi je pourrais faire partie de ton livre. Ça vous arrive ça d'avoir des sollicitations, pas des sollicitations directes, mais Non, j'ai pas ça. Hein. Non. Non, ça m'est jamais arrivé. J'ai pas de sollicitation de ce genre. Et au niveau de votre hiérarchie, vous êtes perçu comment ? Comme un écrivain ou comme un policier ?
Comme un policier, mais ils savent. oui, ils savent. Les choses ont changé. C'est-à-dire que ce que j'écris, je pense qu'il y a 20 ans, j'aurais été embêté. Parce que je ne fais pas de concessions, je ne m'interdis rien. Comme voilà, je ne m'interdis pas de dire que la photocopieuse c'est chiant une fois que ce soit sur le clavier. Et donc, je ne m'interdis rien, mais ils sont plutôt contents. Justement de changer un peu l'image du flic. Vous savez, on parle souvent des flics, ils sont analphabètes. Donc ils sont plutôt contents d'avoir des écrivains qui se mettent Oui, parce que il y a toute une génération, je voilà, crois. c'est exactement. Et vous avez d'autres collègues qui écrivent également des livres qu'on a déjà eu l'occasion de lire, notamment Madame Daniel Thierry, voilà. qui a été pendant un certain nombre d'années dans la police. Exactement. Alors elle, c'est sûr qu'elle a un passé policier, mais elle a également un passé livresque, parce qu'elle a écrit de nombreux livres. Alors on vous souhaite d'en écrire autant. Merci, je vais essayer. Pour Daniel Thierry, je ne sais pas si elle a commencé à écrire en brigade, commencé à écrire quand elle était en fonction. Vous avez commencé à écrire quand vous étiez en fonction. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire? Ce qui m'a poussé à écrire, déjà, c'est la lecture. Ça c'est sûr et certain, j'ai lu beaucoup, et puis après, je pense que, alors, j'avais fait un petit concours de nouvelles que j'avais gagné, et où je me suis dit, peut-être que je pourrais écrire un roman. Ensuite, j'ai fait un roman qui a gagné le prix du Quai des Orfèvres, et là je me suis dit, il faut peut-être que je m'y mette. Et donc voilà. Après, je pense que c'est un exutoire aussi. Voilà. Je pense qu'il y a un exutoire d'une part d'avoir une seconde vie qui est très importante. Ce que je te racontais quand j'ai commencé sur Pigalle, j'étais avec un inspecteur divisionnaire qui était un Lino Ventura, en gros, un tonton flingueur. Et cette personne est partie à la retraite. On a fait une fête pour son départ. Et puis on s'est retrouvés à 3 dans son bureau à 3h du matin, en buvant un dernier verre, parce que c'est comme ça pour fêter ça, un départ. Et puis en fait, il s'est mis à pleurer. Il s'est vraiment lâché, enfin, il s'est mis à pleurer, et puis il nous a expliqué qu'il avait tout donné à la police, que sa femme l'avait quitté, que ses enfants ne lui parlaient plus, et qu'il fallait vraiment, justement, ne pas tout donner à la police. Parce que, si on veut, on peut travailler 24 heures sur 24, il y a toujours quelque chose à faire dans la police. Et donc, ça a dû inconsciemment me rester. Et j'ai toujours gardé cette image-là, et triste. Et je pense que c'est aussi pour ça que je me fais une deuxième vie où je peux rencontrer d'autres personnes et ne pas tourner en boucle. Et puis, les autres personnes, vous êtes policier, mais ça s'efface devant l'écrivain. Ceux que vous rencontrez, comme ici par exemple. Pour nous, vous êtes plus policier. Oui, c'est une casquette. Après, je renie pas mon métier de policier, parce que je suis content de le faire, et puis c'est ma source, d'inspiration. Mais voilà, mais moi maintenant, je considère que j'ai 2 métiers. Oui. Voilà. Et puis votre expérience éclaire vraiment votre écriture. On est dans le roman. Mais c'est ce que je veux montrer. Je veux vraiment montrer ce qu'on vit dans la réalité, et notamment que tout n'est pas noir. Voilà. L'histoire de l'autobus dont je vous parlais tout à l'heure, voilà, il y a des moments qui sont très difficiles. Sur Toulouse, il y a eu des attentats, il y a eu des choses comme ça, donc il y a des moments qui sont pas drôles à vivre. Et puis il y a des moments drôles, et puis des moments sympas, des moments où on se libère. Et donc moi mes romans ils sont construits comme ça, c'est-à-dire je veux montrer qu'on est sur une enquête, c'est difficile, il y a des moments très durs, et puis en même temps il y a des moments de relâche. Voilà. Et est-ce que, alors dans votre livre là, il y a le Canac, il a un jeune assistant, et lui il lui apprend en fait le métier. Oui, c'est ça, oui, mais c'est comme ça que ça se passe dans la réalité. Il lui apprend le métier, et en même temps c'est son chef. Oui. Voilà. Et c'est aussi une problématique de la police, c'est-à-dire qu'on rentre avec des concours, et on peut devenir chef si on a passé si on a fait plein d'études et qu'on a passé des concours, on peut devenir chef à 26, 27 ans, et on peut commander des gens qui ont 30 ans d'expérience.
Et donc effectivement il y a une confrontation entre le type qui est chef et puis celui qui est réellement chef, parce que voilà, dans mon roman, Renato c'est lui le chef, parce que c'est lui qui sait comment on fait pour faire une enquête judiciaire. Voilà. Et donc c'est vraiment des choses qu'on peut vivre. C'est quelque chose qu'on retrouve fréquemment dans les romans de policiers. Ce qui se passe dans la réalité, c'est-à-dire ce que vous venez de dire, qu'il y a un jeune frais moulu de l'école, bien diplômé, bien bardé, et puis sûr de lui parce qu'il a fait l'école, et que en fait celui qui a l'expérience, c'est celui qui a X années de pratique sur le terrain. C'est ça. Et en même temps, bon, c'est quelqu'un de relativement sympathique. Oui, quelquefois, ou alors imbuvable. Voilà. Et c'est quelqu'un de sympathique et pour le coup, c'est aussi montré, c'est quelqu'un de brillant. Et il a le surnom de 6 parce qu'il a commencé à la brigade criminelle et en sortant de l'école. Et donc c'est quelque chose d'assez rare, mais c'est quelqu'un de brillant qui arrive à la brigade criminelle et qui est donc dernier de groupe, donc numéro 6, et qui en fait va s'occuper de faire des photocopies et d'apporter le café, quoi. Et donc c'est là où on se dit, bah tiens, on utilise mal les gens, parce qu'on a quelqu'un de brillant qui arrive, mais comme tu vas dans une brigade de brillants, il faut que tu commences par faire des photocopies et du café. Donc c'est aussi toutes ces contradictions que j'exploite. Moi je voudrais dire que ce qui était intéressant dans votre roman, c'est que c'est votre domaine, mais c'était surtout le fait qu'on soit dans cette atmosphère aussi de course et jeu, qui est un milieu fermé, et que je trouve que c'est excessivement rare d'écrire des polars sur ce service. C'est un microcosme, les jeux. On ne se rend pas compte de l'argent que ça génère. Et forcément, quand ça génère de l'argent, il y a des gens qui ont envie de le piquer. Donc c'est pour ça que je parle des paris truqués, de ces choses-là. Et puis le jeu, c'est une addiction. Et j'ai essayé de montrer aussi tout ce que ça peut amener de jouer. Voilà. La chance du perdant, le titre, ça s'appelle La chance du perdant. C'est en fait, je souhaite à tout le monde de perdre la première fois qu'on joue. Voilà. Parce que si vous commencez à gagner, quand vous allez perdre par la suite, vous allez toujours vous allez toujours vous dire, je peux me refaire parce que j'ai déjà gagné. Et en fait, vous allez petit à petit vous enfoncer dans les profondeurs abyssales de votre débit sur votre compte en banque. Et bonheur d'humain. Ouais, je suis pas sûr à un moment donné. Et donc voilà. Et donc dans ma brigade, on reçoit aussi les gens qui viennent s'interdire de jeu. Et on voit des situations terribles. On voit des gens qui en fait ils viennent s'interdire, mais ils viennent pas volontairement s'interdire, ils viennent parce que la compagne ou le compagnon veut partir s'il n'y a pas de changement, parce qu'il y a des huissiers qui frappent à la porte, et donc voilà. Donc ça, je voulais aussi aborder ça parce que on parle beaucoup des addictions de l'alcool, des addictions du tabac, de la drogue, mais on parle très peu des jeux. Voilà. Très peu des jeux, mais en même temps, l'État prend énormément sur les jeux. Oui, mais l'État taxe les jeux et prend énormément. Donc, alors ils ne sont peut-être pas si intéressés que ça. C'est pas une cause nationale. C'est vrai que vous avez très bien traité le sujet à tous les niveaux. Et je crois que quand on nous a présenté tous les polars qu'on avait à lire en tant que membre du jury, ça a été quelque chose qui nous a un peu alertés parce que c'est pas un sujet qui est abordé dans des polars. C'est excessivement rare. Enfin, moi, c'est la première fois que je voyais ce thème-là abordé. Le problème, c'est qu'il faut vraiment connaître la matière pour pouvoir en parler. Et pour pouvoir en parler vraiment bien. Ça ne s'invente pas. Non, c'est dur d'inventer. Et on peut dire beaucoup de bêtises à ce sujet. En tout cas, c'était bien. C'était intéressant. Merci. Continuez. Après, à la suite. Avez-vous d'autres questions? Non, monsieur. Non. Merci, monsieur. Je mort. Monsieur le mort. Bien que mort.
parlant d'addiction, est-ce que écrire les polars, c'est devenu une addiction? Oui. Oui, c'est devenu une addiction. J'ai découvert ça petit à petit. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que j'ai reçu le prix du Quai des Orfèvres en 2009. Et je me suis aperçu que d'une part, ça ne m'ouvrait pas tant de portes que ça, et que je ne savais rien. Et donc, j'ai pris la décision, comme j'avais rencontré des gens très sympas sur un festival, j'ai pris la décision de tout reprendre à zéro. Et je me suis mis bénévole. Et puis j'ai rencontré des libraires, des auteurs, des maisons d'édition. Et petit à petit, il a fallu que je comprenne que c'est un vrai métier. Et tant qu'on n'a pas compris ça, je pense qu'on peut pas avancer. Et quand j'ai compris que c'était un vrai métier, j'ai pu commencer à rechercher ce que je voulais faire exactement. Et donc il m'a fallu, entre mon deuxième roman est paru en 2015, donc il m'a fallu 6 ans pour que je digère ce gros événement du prix du Quai des Orfèvres et pour que je sorte à nouveau un roman. Voilà. Donc oui, je suis addict. Merci. Merci. Pour nous. Parce que le facteur déclenchant, votre premier livre, c'était. Est-ce que c'est un exutoire pour mieux vivre votre quotidien, le fait d'écrire? Oui, sûrement. Mais j'en suis pas conscient. Mais plus je. Mes derniers romans, en fait, je me lâche de plus en plus sur l'institution police. Je suis de plus en plus critique. Mais c'est une critique saine, c'est-à-dire je ne vais jamais critiquer les hommes, parce qu'en fait, ce que j'aime mettre en exergue, c'est qu'un policier de base, puisque moi mon héros il est gardien de la paix, hein, c'est un petit peu qui est au plus bas salaire, parce que c'est les vrais héros de nos rues à l'heure actuelle. Et ce que je veux montrer, c'est que il y a malgré tous les empêchements, c'est-à-dire malgré les problèmes matériels, malgré les problèmes hiérarchiques, malgré tout ce qui se passe, il y a des gens qui vont tout donner pour résoudre une affaire. Et pourquoi ils donnent tout? Parce que ils ont en face d'eux des victimes. Ils n'ont pas en face d'eux un chef qui va leur dire t'as baissé en statistique ou tout ça. Ils ont en face d'eux des victimes. Et on ne peut pas mentir à des victimes. On ne peut pas dire à une famille qui a perdu quelqu'un sur un crime, on ne peut pas dire je suis désolé, j'ai rien fait, et tout ça, quoi. Et donc c'est ça qui m'intéresse de montrer à la fin. Donc je peux être critique dans le fonctionnement de la police, mais à la fin c'est quand même pour montrer que là je me tire les pompes, mais pour moi les flics c'est toujours bien. Voilà. Merci beaucoup. Non, c'est fini.